L'Europe est aujourd'hui un continent particulièrement attirant, et en se basant sur de nombreuses études, on y trouve 7 des pays les plus attractifs au monde. Les raisons qui reviennent le plus souvent sont le climat très doux, l'art de vivre et de nombreuses opportunités professionnelles. Cependant, bien que l'Europe soit un petit paradis comparé au reste du monde, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, à une certaine époque, ce fut littéralement l'un des pires endroits où s'installer. Et je ne parle pas des famines et de la peste noire, même si bon, ça ne devait pas être particulièrement sympa non plus. Non, je parle d'une époque bien plus ancienne, 26 000 ans avant notre ère. Ceci peut sembler très spécifique, mais je n'ai pas pris cette date au hasard. Ce fut celle du dernier maximum glaciaire, une époque où la glace recouvrait une très grande partie du globe. L'Europe fut le continent le plus impacté par cet événement, devenant ainsi un enfer de glace, avec de gigantesques glaciers recouvrant de nombreux pays, y compris le nord de la France et de l'Allemagne. Et ces glaciers n'étaient pas juste de petites plaques de verglas, car à certains endroits, ils pouvaient atteindre les 3 km de haut. Donc bonne chance pour visiter Londres ou la Suède. Et bien sûr, il faisait légèrement frisqué, avec une température moyenne 9 degrés inférieure à aujourd'hui, rendant de nombreuses régions totalement inhabitables pour l'homme. La cerise sur le gâteau fut que le froid intense entraîna aussi une certaine aridité. Donc même si les glaciers avaient épargné une région, elle aurait été probablement couverte de steppes à mammouth à perte de vue. Ce biome est caractérisé par une végétation très uniforme, un manque de ressources et un climat particulièrement brutal. Mais ironiquement, ce fut à cette époque que la mégafaune européenne connut un pic en termes d'abondance. Ce fut à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour nos ancêtres, car cela signifie plus d'herbivores à chasser, mais aussi plus de prédateurs à combattre. La plupart étant, Dieu merci, éteints de nos jours. Certains de ces prédateurs disparus n'auraient pas posé problème face à un homme adulte, tel le dhole européen ou le lynx des cavernes, mais d'autres auraient été un chouïa dangereux. On peut noter la présence de plusieurs espèces d'un clade très diversifié au Pléistocène, les félidés. Et ceci soulève une question intéressante d'ailleurs, car si vous demandez autour de vous pourquoi il n'y a pas de grands félins en Europe, on pourrait vous répondre qu'il fait juste trop froid par chez nous. Et théoriquement, ce n'est pas bête comme raisonnement, car la quasi-totalité des félins actuels vivent plutôt dans des pays tropicaux. Mais je peux vous garantir que cela n'a rien à voir avec le climat, car au cours du Pléistocène, l'Europe était infestée de très gros chats. Or, parmi eux, s'il y en avait bien un que vous n'auriez sûrement pas aimé rencontrer, ce serait Panthera spelaea, ou lion des cavernes. Malgré les idées reçues, Smilodon n'aurait jamais vécu en Europe, mais vous pouvez considérer le lion des cavernes comme tout aussi redoutable. Il fut potentiellement le superprédateur de nombreuses régions d'Europe il y a 26 000 ans. Cette bête était proche parent des lions modernes, ces deux espèces ayant divergé vers 500 000 ans avant notre ère. Leur plus proche cousin, cependant, aurait été le lion américain, un charmant animal que je vous laisse découvrir dans cette vidéo. Tout comme Panthera atrox, le lion des cavernes était énorme, avec des adultes ayant pu atteindre les 400 kg et dépasser les 3 mètres de long, faisant de lui l'un des 5 plus gros félins de tous les temps. Certains individus encore plus grands auraient pu exister, avec des restes découverts en Ukraine, ayant appartenu à des spécimens supposément aussi massifs qu'un ours polaire, pouvant peser dans les 500 kg. Cependant, le registre fossile indique qu'avec le temps, cette espèce rapetissa. Ce qui peut sembler comme une bonne nouvelle pour nos ancêtres, mais pas totalement, sachant que les tout derniers d'entre eux auraient quand même été aussi grands que nos lions actuels. Donc toujours extrêmement dangereux pour un humain isolé. Leur létalité aurait d'autant plus été accentuée par leurs membres, griffes et crocs, proportionnellement plus larges que chez les tigres actuels, leur permettant de chasser plus efficacement la mégafaune, tels les mammouths, rennes et même des ours. Ces 3 animaux confirmés comme ayant été victimes de ces lions. Mais ce n'est pas tout, car des néandertaliens et des cro-magnons furent aussi retrouvés avec des marques de morsure attribuées à ce félin, suggérant que le lion des cavernes appréciait aussi la chair humaine. Ces méfaits auraient été tels que de nombreuses populations humaines auraient été forcées de s'adapter à sa présence et en firent souvent référence dans leurs peintures rupestres. Un détail amusant est que ces représentations nous en apprirent beaucoup sur cet animal, le représentant sans crinière et souvent en groupe, suggérant une vie en meute. Mais le summum fut la découverte de Sparta,
un lionceau des cavernes avec une fourrure intacte, portant une robe brun-jaune, qui se serait sans doute assombrie et épaissie en grandissant, afin de bien les protéger du froid et du regard de leur proie. Tout comme son surnom l'indique, ce félin fut parfois découvert au sein de cavernes, un milieu particulièrement prisé par les humains. Bon après, il ne devait pas y rester souvent, car on ne retrouva qu'assez peu d'ossements de cet animal dans les grottes. Il aurait surtout arpenté les steppes, prairies et sous-bois à la recherche de nourriture. Le problème, c'est qu'à l'époque, de nombreux autres animaux habitaient bien les cavernes d'Europe, rendant leur exploration, disons, périlleuse pour nos ancêtres. L'une de ces créatures est souvent omise lorsqu'on parle de l'âge de glace, le léopard européen ou léopard des cavernes. Ce gros chat était un habitué de ces milieux, car de nombreux squelettes y furent découverts, notamment au sein de petites grottes, celui-ci préférant sans doute ne pas avoir à se battre face aux autres bêtes des cavernes que nous verrons plus tard. Il semblerait que le léopard européen utilisait ces milieux comme abri ou comme frigo, des endroits où il pouvait cacher ses proies pour les déguster en toute tranquillité, amenant à une grande accumulation d'os au cours des années. Il semblerait aussi que, malgré sa taille assez réduite par rapport aux autres prédateurs, ce félin aurait toujours représenté un danger pour les hommes préhistoriques. En effet, en se basant sur ses cousins éteints et actuels, les léopards ont montré qu'ils étaient de véritables tueurs d'hommes à travers le temps. Un exemple historique connu serait celui d'un petit spécimen de léopard moderne, le tueur de Panard, qui fut le second animal ayant tué le plus d'humains à ce jour, avec plus de 400 victimes répertoriées. Or, notre léopard préhistorique aurait été encore plus dangereux, notamment sans l'aide des armes à feu, et avec des spécimens pouvant être 40% plus gros que les léopards actuels. Malgré sa taille plus imposante, il aurait gardé une excellente agilité, avec des squelettes très ressemblants aux léopards perses, celui-ci pouvant capturer et kidnapper des proies en quelques secondes. L'efficacité du léopard des cavernes ne fut pas un problème que pour les humains cependant. Avec son arrivée en Europe il y a approximativement 1 million d'années, les populations de jaguars européens, Panthera gombazogensis, déclinèrent fortement. Puis, après des centaines de milliers d'années de compétition, le jaguar s'éteignit, permettant aux léopards des cavernes de dominer cette niche et l'entièreté de l'Europe. Néanmoins, il était loin d'être le super prédateur de ces régions, un autre candidat plus prometteur étant l'Homotherium. Ce terrible félin fut le cauchemar de nos ancêtres depuis l'apparition des tout premiers humains, mais il fut aussi le dernier félin à dents de sabre du vieux monde. Jusqu'à récemment, les paléontologues estimèrent qu'il s'éteignit il y a 300 000 ans et n'auraient donc pas rencontré les Cro-Magnons, qui eux seraient arrivés entre 55 et 45 000 ans avant notre ère. Mais malheureusement pour nos ancêtres, des découvertes récentes suggèrent l'inverse, car un fragment de mâchoire trouvé près de la mer du Nord fut daté d'il y a seulement 28 000 ans. Ce fantastique prédateur aurait donc connu une fin bien plus récente, indiquant qu'en effet, il aurait côtoyé les sapiens européens et les néandertaliens avant eux. Cependant, les rencontres avec cet animal auraient été bien plus rares qu'avec les autres félins, car ce fossile fut retrouvé dans une zone extrêmement froide à l'époque, un habitat où il ne devait pas y avoir beaucoup d'humains. Bonne nouvelle, sachant que le genre Homotherium donna naissance à de nombreuses espèces, la plupart ayant chassé les humains et autres primates pendant des millions d'années. Il aurait été particulièrement bien équipé pour cela, notamment grâce à ses canines très longues, mais surtout très robustes, lui permettant de percer à travers les os. Pour ne rien arranger, ce félin était comparable en taille à un lion moderne, et aurait vécu en meute, signifiant qu'un humain isolé n'aurait eu aucune chance. L'idée même d'un combat face à cet animal est presque risible, sachant que, tout comme son cousin Smilodon, il pouvait abattre des animaux bien plus gros qu'un humain. Des mammouths, pour être exact. Le squelette d'Homotherium aurait été extrêmement compact et robuste, ceci permettant d'endurer des confrontations avec des géants. Au sein de plusieurs sites, on retrouva des os d'Homotherium aux côtés de centaines d'os de mammouths et d'autres animaux de très grande taille. Ces sites révélèrent aussi que cet adorable chaton aurait eu l'habitude de démembrer ses victimes avant de les dévorer. Charmant, n'est-ce pas ? Il est certain qu'un chat aussi fort qu'un ours aurait été une très bonne raison d'éviter la mer du Nord à l'époque, qui, je le rappelle, n'était pas encore recouverte d'eau. Mais il y avait des tas d'animaux tout aussi dangereux partout ailleurs, les plus communs étant les ours. Rien d'étonnant à cela, car les ursidés sont encore bien présents en Europe de nos jours, mais la situation entre aujourd'hui et le dernier maximum glaciaire n'était absolument pas comparable.
Car oui, il y a 26 000 ans, ils étaient présents absolument partout et au sein de tous les écosystèmes d'Europe. Ceci incluait des espèces bien de chez nous, telles l'ours brun, mais aussi l'ours polaire. Aujourd'hui, ce dernier ne s'aventure qu'assez rarement en Scandinavie, mais à l'époque, il peuplait bel et bien le nord de l'Europe et en fut le super prédateur. Il aurait aussi été légèrement différent, car il semble que l'âge de glace aurait mené à l'apparition d'une sous-espèce encore plus terrifiante que ce que nous avons aujourd'hui. Ursus maritimus tyrannus, ou l'ours polaire tyran. Dire que cette sous-espèce est controversée est un euphémisme, car elle ne se base que sur un os, un ulna retrouvé près de Londres. Le truc, c'est que cet ulna est gigantesque, ce qui laisse suggérer, avec de grosses pincettes, un spécimen d'1 tonne 300, soit 20% plus lourd que les plus gros spécimens actuels, faisant de lui l'un des plus gros mammifères carnivores connus. Mais tous ne s'accordent pas sur son identité, d'autres paléontologues proposant que ce mystérieux os aurait plutôt appartenu à une autre espèce d'ours qui, elle, infestait littéralement l'Europe. De toute façon, peu importe l'espèce, car pour nos ancêtres, un ours géant, quel qu'il soit, était une mauvaise nouvelle. Car oui, s'il y a bien un animal qui prospérait en Europe il y a 26 000 ans, c'était l'ours des cavernes, Ursus spelaeus. Pour nous, il aurait ressemblé à un gros ours brun qui avait une certaine affinité avec les grottes, mais à part ça, rien de particulier. Et pourtant, cet animal n'était pas une sous-espèce d'ours brun, ni même un parent proche, car il descendrait de l'ours de Dellinger, ce dernier apparu il y a 1,8 million d'années. Mais au cours de son évolution, cet ours semble avoir été à la salle, car il avait une carrure comparable aux ours kodiaks modernes, avec qui d'ailleurs il partage certaines similarités au niveau du squelette. Ce fut peut-être grâce à sa taille et sa fourrure extrêmement dense que l'ours des cavernes devint l'un des animaux les plus communs en Europe durant le dernier maximum glaciaire. De tous les animaux des cavernes que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit de celui qui mérite le plus son surnom, car il y en avait absolument partout et en grande quantité. Certaines grottes contiennent des centaines de milliers d'os d'ours des cavernes, amenant les paléontologues à penser que les Cro-Magnons auraient pu croiser des hordes d'ours au cours de leur vie. Grâce au fait que leurs os sont incroyablement nombreux, l'homme moderne connaît l'existence de cet animal depuis des siècles désormais. Au XVIIIe, on pensait qu'il s'agissait d'os d'animaux fantastiques, et au cours de la Première Guerre mondiale, leurs restes permirent de créer du phosphore blanc. Il s'agit d'une arme aux effets purement abominables, signifiant que même dans la mort, ces ours continuaient de massacrer des humains. C'est dire quand même. Avec un tel nombre, il nous vient vite la question de l'impact de ces gros nounours sur les autres animaux. Eh bien, c'est compliqué, car bien qu'il fût effrayant à première vue, il semblerait que cet animal eût été végétarien. Cette hypothèse se base notamment sur l'absence de certaines prémolaires visibles chez les espèces d'ours omnivores. Toutefois, des études récentes semblent indiquer un régime alimentaire plus proche des ours bruns, variant grandement selon les populations. Les analyses isotopiques révélèrent que certains avaient les mêmes taux qu'un paisible mammouth, et d'autres auraient été d'authentiques omnivores, se nourrissant à 40% de viande. Donc oui, si vous en croisiez un, mieux valait rester à distance, juste au cas où. Et même ceux végétariens étaient des animaux dangereux, étant connus pour être extrêmement violents. Ceci fut montré par de nombreuses fractures des vertèbres, un élément encore observable de nos jours chez les espèces d'ours actuelles. Sans compter que de multiples squelettes de lions des cavernes laissent suggérer qu'ils étaient tués en s'aventurant dans des tanières d'ours. Donc même si les ours peuvent paraître mignons, eh bien, abstenez-vous. Il n'était pas le seul animal mignon et mortel de l'âge de glace, car bien que moins dominant qu'aujourd'hui, les canidés étaient aussi présents en nombre à l'époque. Tout comme les ours, on pouvait y retrouver des espèces encore présentes de nos jours, ainsi que des espèces éteintes, telles le loup des cavernes, oui, c'est ça. Ce loup était très ressemblant à son cousin, le loup gris, et il aurait été très proche génétiquement des loups de Sibérie. Cependant, à cause du climat extrêmement brutal, ils s'adaptèrent, devenant légèrement plus gros et puissants, ce qui les aida à chasser des proies de grande taille. Ils étaient aussi pourvus d'un squelette et de mâchoires un peu plus épaisses, indiquant une morsure plus puissante que les loups modernes. Et il semble qu'ils en faisaient bon usage, car leurs dents sont souvent très endommagées, bien plus que chez n'importe quelle espèce de canidé actuelle, indiquant qu'ils devaient souvent essayer d'écraser les os de leur proie. Ces vilains toutous étaient aussi particulièrement vicieux. Une étude proposa qu'ils s'aventuraient souvent dans les grottes pour chasser,
et tuer les ours en train d'hiberner. Mais ce seraient plutôt les bisons qui auraient été leur proie de prédilection. Car oui, contrairement à la plupart des canidés modernes, ces loups étaient des hypercarnivores et étaient en moyenne 10% plus gros que les loups gris. Comme la plupart des autres prédateurs de l'âge de glace, ils arrivèrent à s'établir à travers toute l'Europe avec une préférence pour les zones montagneuses et la côte méditerranéenne. Malgré leur abondance, nous manquons de preuves pour établir les relations qu'ils entretenaient avec les humains. Mais pour le prochain animal, c'est tout l'inverse. Il s'agissait d'une bête qui eut un profond impact sur les populations humaines, et ce à travers toute l'Eurasie. La hyène des cavernes. Parmi tous les animaux mentionnés, il s'agit sans doute du pire ennemi de Cro-Magnon, ce qui est une très mauvaise nouvelle, car il ne s'agissait pas d'une hyène normale. À première vue, cet animal ressemblait beaucoup aux hyènes tachetées modernes, du moins d'après les peintures rupestres. Mais une fois à proximité, bonne chance à vous, car en moyenne ce prédateur était aussi gros que les jaguars, avec certains spécimens dépassant les 100 kg. Leur corps était aussi très compact, leur offrant un très bon équilibre lors des combats. Comme ses cousines, cette hyène possédait une morsure capable de réduire d'épais os en miettes, leur permettant d'accéder à la délicieuse moelle osseuse. Mais ce qui rendait cette bête particulièrement dangereuse aurait été sa fâcheuse tendance à attaquer en bande, en très grande bande, avec des estimations allant jusqu'à plusieurs dizaines d'individus. Tout ceci fit de la hyène des cavernes l'un, si ce n'est le prédateur le plus efficace d'Europe. Elle aurait eu un impact majeur sur tous les animaux, notamment les ours, ceux-ci étant souvent victimes de ces monstres ricanants. Cette espèce anéantit aussi le mythe du lion étant supérieur aux hyènes, car d'après le registre fossile, ces deux animaux se seraient souvent affrontés, et les lions auraient la plupart du temps fini en charpie. Fait étonnant, la majorité des lions morts à cause des hyènes n'auraient pas été dévorés. En quelque sorte, ces affreuses bêtes auraient cassé du lion par pure haine. Mais là où on tombe dans le film d'horreur, c'est quand on s'intéresse à leurs interactions avec les humains, aussi bien Néandertal que Sapiens d'ailleurs. Lors du dernier maximum glaciaire, Néandertal nous avait déjà quittés, mais les interactions entre nos cousins et les hyènes nous en apprirent beaucoup sur l'horreur que représentait cet animal. En effet, on retrouva au sein de plusieurs cavernes des os humains broyés et ouverts, avec comme suspect principal notre hyène adorée. De plus, nos deux espèces se seraient tellement haïes, si je puis dire, qu'il y aurait eu littéralement des guerres hyènes-humains. Certaines cavernes semblent avoir été âprement disputées, alternant entre ces carnivores et les humains, ce qui signifie que l'un ou l'autre devait en chasser ou en tuer les occupants, et ce à tour de rôle. Ces conflits ne se seraient même pas arrêtés après la mort, car les hyènes auraient aussi cherché à déterrer les cadavres des Cro-Magnons pour s'en repaître. Il a même été proposé que ce fut à cause de cette bête que les humains n'arrivèrent que si tardivement en Amérique, celle-ci les empêchant d'accéder au détroit de Bering. Il est clair que cet animal eut un impact majeur sur les populations humaines dans toute l'Eurasie. Un prédateur qui poussa nos ancêtres à perfectionner l'art de tuer jusqu'à un tout autre niveau. Cela dit, les herbivores étaient aussi de formidables adversaires, car au cours du dernier maximum glaciaire, certaines espèces étaient particulièrement prospères, avec notamment ce bon vieux mammouth laineux. Cet éléphantidé était un sacré morceau, comparable aux éléphants de savane africains, avec toutefois des variations de taille importantes selon les populations. Ces pachydermes étaient tout de même assez bien protégés des prédateurs à l'âge adulte, ceux-ci exacerbés par leur toison incroyablement épaisse, efficace à la fois contre le froid, les griffes et les lances. De plus, ils portaient de magnifiques défenses recourbées, celles-ci bien plus longues que ce que l'on retrouve chez les éléphants modernes, avec un record de 4 mètres de long. À cause de leur longueur et de leur courbure, le mammouth laineux ne s'en servait pas pour poignarder ou empaler un adversaire, comme pourrait le faire un éléphant moderne. Non, il les utilisait plutôt pour balayer avec force une éventuelle menace, causant un choc dévastateur pour n'importe quel prédateur. Et nous savons cela car de nombreux squelettes de mammouth furent retrouvés avec des épaules endommagées, signifiant qu'un congénère les aurait frappés à l'aide de ces défenses. Mais outre leur capacité offensive, ces défenses pouvaient aussi servir d'outils aidant à creuser la neige et déplacer les objets. Tout ceci fit des mammouths des animaux parmi les plus prospères de l'hémisphère nord durant le dernier maximum glaciaire. Ainsi, bien que très puissants, ceci fut une excellente nouvelle pour nos ancêtres,
car un seul de ces animaux pouvait fournir de la viande pendant des jours, voire des semaines. Leurs os et fourrures pouvaient aussi être utilisés de bien des manières, telles que la création d'outils, d'abris et d'œuvres d'art. Un autre grand herbivore ayant aussi prospéré fut le rhinocéros laineux. Tout comme son compère à poils longs, cette grosse bestiole avait une très vaste aire de répartition, l'une des plus grandes de tous les rhinocéros connus. De plus, cet animal était un véritable poids lourd, en moyenne aussi imposant que les plus gros spécimens de rhino actuels, pesant dans les 3 tonnes. Il n'était donc pas aussi massif que les mammouths, mais il possédait une arme encore plus impressionnante que les défenses de ceux-ci, une énorme corne. À vrai dire, il en possédait 2, mais c'est surtout celle à l'avant qui lui donnait un air assez peu amical, possédant une pointe plutôt acérée et mesurant plus d'1 mètre de long. Le tout était supporté par une tête ridiculeusement robuste et musclée, assurant une charge dévastatrice contre ses adversaires. Une raison pouvant expliquer pourquoi les humains chassaient assez peu cet animal. Or, le rhinocéros laineux n'était pas le seul à posséder d'aussi impressionnantes armes, à l'image du mégalocéros, le plus grand cervidé de tous les temps. Dit comme ça, cela ne semble pas si impressionnant, car ces animaux ne sont pas si grands de nos jours. Mais en posant les yeux sur cette créature, vous auriez sans doute eu un choc. Imaginez un cerf de 3 mètres de haut et pesant dans les 800 kg, soit comparable aux plus grandes races de chevaux. Et bien sûr, ils possédaient des bois en adéquation avec leur taille, ces derniers allant jusqu'à une envergure 2 fois supérieure à la taille d'un homme, et assez lourds qui plus est, avec un poids de 40 kg chacun. Ces gigantesques atours couplés à leur carrure signifient que les mâles auraient dû ingérer de très grandes quantités de nourriture lors de la croissance de leur bois. Ceci fut estimé à 1300 grammes de protéines par jour, soit l'équivalent de 5 kg de poulet. Bien que prendre un coup de tête de ce cerf vous aurait sans doute gâché votre journée, nous ne savons pas s'il l'utilisait plutôt comme arme ou comme parure, ceci à cause du manque de fossiles. Cependant, nous savons que les humains chassaient, ou du moins mangeaient les carcasses de cet animal. Bien que ne faisant pas le poids face à Cro-Magnon, cette magnifique créature était très coriace, tout comme la plupart des animaux d'Europe au Pléistocène d'ailleurs. Vous auriez pu observer nombre d'autres bestioles qu'on ne s'attendrait pas à voir en Europe, telles des autruches, buffles d'eau et bisons des steppes. Sans oublier de nombreuses autres créatures n'étant ni particulièrement grandes ou menaçantes. Par exemple, vous auriez pu croiser des porcs-épics géants, ou encore le Trongotherium, un bon gros castor aussi imposant qu'Aquipar, et qui, comme ses cousins modernes, possédait des dents faites pour couper du bois ou la jambe d'un importun. Ce qui le rendait assez unique cependant, fut sa faculté à se déplacer rapidement sur la terre ferme, étant peut-être même capable de courir. Mais de toutes ces mignonnes petites créatures, la plus surprenante fut ce qui semblait être une simple loutre, la Mégalénidris. Pour observer ce mustélidé, vous auriez dû faire un petit tour en Sardaigne, ce qui d'ailleurs n'aurait pas été trop compliqué vu le niveau des mers à l'époque. Sur cette île, c'étaient les loutres qui faisaient la loi, avec 4 genres connus. Et la reine absolue fut Mégalénidris, étant potentiellement le plus grand mustélidé connu, car avec la queue elle aurait dépassé les 3 mètres de long. Or, sachant que les loutres sont des prédateurs extrêmement efficaces, cet animal aurait pu dominer cet environnement. Mais heureusement pour les autres habitants de l'île, un papier suggère que les mégalènes Idris auraient pu être assez inoffensives, ayant une alimentation plutôt portée sur le poisson et les fruits de mer. Et malgré sa localisation assez reculée, il est possible que cette loutre géante ait rencontré l'homme, car cet animal aurait survécu des millénaires après la fin du Pléistocène. Bref, nos ancêtres rencontrèrent nombre de créatures fascinantes ou monstrueuses, qui, couplées au climat brutal et aux confrontations entre humains, générèrent un environnement particulièrement difficile. À vrai dire, l'Europe était tellement cauchemardesque que certains chercheurs estiment qu'entre le début et la fin du dernier maximum glaciaire, plus de 60% des Cro-Magnons ont succombé. Ceci fit de cet événement la pire époque qu'aient connue les populations européennes, encore plus catastrophique que la peste noire. Ce papier proposa aussi qu'au cours du millénaire le plus froid, seuls 36% du continent auraient été habitables pour l'homme. Si l'on ajoute à cela la compétition pour les territoires ou les proies, on obtient une époque nécessitant un degré de résistance hors du commun pour survivre. Mais malgré toutes les tentatives de mère nature, les humains survécurent, renversèrent la vapeur et finirent par surclasser les autres prédateurs du continent. D'ailleurs, les Cro-Magnons étaient si performants qu'ils auraient joué un rôle majeur dans l'extinction de tous les animaux vus précédemment.
Cet enfer de glace prouva une fois de plus à quel point l'homme est une créature exceptionnellement résiliente. Merci de votre attention, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.